Jean-Louis Montagu, bonjour, et pour ce 50e rendez-vous, vous nous invitez chez vous, dites donc. Monsieur Gadot, mais c'est un plaisir à toujours renouveler. Effectivement, je réalise aujourd'hui que nous en sommes à notre 50e émission, une forme de record d'un certain côté. Presque. Donc c'est une série, j'avais dit à l'époque une saga, mais elle continue, le patrimoine alors ribéracois élargi bien sûr, parce que là on est quand même un petit peu plus loin que Ribérac. C'est ça, ce n'est pas chez vous finalement, là, que nous sommes. Non, là nous sommes, on peut le dire, Bien où nous sommes à Frato. Au château de Frato. Voilà. Après, il faudra dire pourquoi nous y sommes. Oui, bien sûr. Mais déjà, peut-être Présenter et qui nous reçoit quand même, parce que effectivement, j'ai plaisanté en disant que vous nous accueilliez chez vous, mais c'est surtout Daniel Piron, bonjour, Voilà. qui nous accueille dans sa propriété et son château de Frato dont il est propriétaire, et il est aussi potier. Voilà, je suis potier depuis de longues décennies et je m'emploie, dans le cadre de la restauration du château de Frato, à créer des formes en céramique anciennes. Voilà, donc il y avait sur les lieux, dans le temps, au XIXe siècle, un potier, donc après la Révolution, qui s'est installé et qui a fabriqué les fameuses jarres à huile, etc., toute la poterie périgourdine du sud-ouest du département, donc la Boronne, Douzillac, Neuvic, voilà. Est-ce que c'est un château familial ou vous l'avez acquis? Ah non, pas du tout, c'est un château, enfin ce qu'il en reste plus exactement, que j'ai acheté. J'ai acheté les ruines en 1981, ça fait donc 42 ans. Voilà, donc ce bâtiment allait être détruit. Et donc j'ai décidé de le sauver le mieux que je pouvais. Ce qui fait qu'au bout de 40 ans, le château, lui, est un petit peu en meilleure forme. Et moi, je suis un petit peu plus en ruine. Voilà. Alors, il faut expliquer peut-être, mais M. Piron va nous le dire, pour quelle raison nous sommes ici, au château de Frato. Parce que nous étions aux forges de Grange-Dance dans nos précédentes émissions, avec Dominique Marsac. Absolument. Et il y a un lien finalement. Et oui, en cherchant, bon, tout ça, ça vient de recherches un petit peu hasardeuses que j'ai faites le jour où j'ai appris que M. Bertin de Bourdeil s'était occupé de différentes écoles vétérinaires, écoles des mines, etc., que je suis tombé un petit peu dans le sujet. Et donc du coup, on a découvert avec le loto du patrimoine la forge d'Anse. Et ensuite, en cherchant un petit peu, j'ai vu Neuvic, la famille de Bertin était à Neuvic. Et en cherchant encore plus, j'ai trouvé Frato, le château de Frato, qui était celui de son frère. Alors, le premier problème pour les gens qui voudraient visiter, d'abord, je crois qu'il est visitable. Oui, accessoirement, c'est plutôt des groupes. C'est des groupes au minimum 8 personnes. Et comment y accéder? Pour y accéder, c'est pas compliqué. C'est l'axe Périgueux-Bordeaux. Voilà. De Périgueux, en allant sur Mussidan, à un certain moment, on voit un pigeonnier sur l'ancienne 89, avec le logo monument historique, avec l'indication, c'est très bien indiqué, puis il faut tourner, et c'est là. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un logo monument historique, mais il n'est pas du tout classé monument historique, il est inscrit site pittoresque et historique de Dordogne, en date du 11 octobre 1984, point final. D'accord. Alors, il y a un point de repère qu'on a redécouvert, c'est le centre de détention. Aussi, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, quel est le lien entre vous et Bertin, si tant est qu'il y ait eu un lien? Ah bah moi, j'ai pas de lien du tout. Simplement, Bertin, j'étais comme tous les gens à peu près de mon âge, ils connaissaient Bertin par les aérotrains Bertin, donc qui faisait la liaison entre Artenay et Orléans. Et puis le célèbre journaliste Bertin. Voilà. D'ailleurs, si on regarde l'encyclopédie Universalis, on voit le Bertin journaliste, on voit une Bertin qui est coiffeuse de mode ou une chose comme ça, etc. Et puis c'est tout. Et monsieur Henri-Léonard Bertin, lui, il disparaît, on n'en parle pas, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de rapports. Moi, j'ai pas de rapport. Alors, après, quand j'ai acheté Frato ici, comme j'ai une formation d'archéologue, d'historien, etc. au départ, je me suis un peu inquiété de savoir où je mettais les pieds. Et donc,
j'ai fait tout de suite je suis parti aux archives départementales, je suis parti à la bibliothèque de Périgueux, je suis tombé sur des gens très sympathiques, surtout aux archives départementales. À l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Pomarette, qui était haut en couleur, qui était assez insupportable, mais qui était assez compétent dans certaines matières. Voilà. Et puis après, je suis tombé sur quelques amis au fur et à mesure glanés, et puis antérieurs, qui m'ont parlé de l'histoire de Frattot. Et donc, moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était l'histoire médiévale, l'histoire de la haute époque, puisque Frattot apparaît en 124. Et au fur et à mesure, je suis arrivé automatiquement et de façon incontournable sur la famille Bertin. Voilà. Que je n'apprécie pas du tout, d'ailleurs, je n'aime pas du tout les Bertin. Ce sont des personnages à la Cahuzac qui ont essayé qui ont fait des fortunes rapides. Donc Jean Bertin, parce qu'il y a Bertin, il n'y a pas qu'un Bertin, il y en a plusieurs. Oui. Vous avez Jean Bertin, le papa, qui a toujours rêvé d'être noble et qui ne l'a jamais été, sauf à sa mort, et puis qui s'est marié avec Lucrèce de la cour de Saint-Chamond en 1705 et qui lui a fait, je ne sais plus, 12 ou 14 enfants, oui, enfin, voilà. Je ne sais plus, etc. Et donc, et qui était maître de forge, donc, et en même temps consul de Périgueux. Il était consul de Périgueux et maître de forge. Alors, il avait plus ou moins pratiqué là, j'ai devant moi, là, j'ai amené un livre très intéressant de monsieur Michel Cabanac, qui a fait la véritable généalogie d'Henri Bertin, ministre de Louis XV. Donc, et on parle de Jean Bertin, et il a fait défaut, Jean Bertin, pour paraître plus ancien dans la bourgeoisie aristocratique du Périgord. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et puis il y a aussi, donc, après, toute la famille, Henri-Léonard Bertin. Et Henri-Léonard Bertin, il y a eu Louis-Mathieu de Saint-Chamond, il y a eu il y a eu des filles aussi, il y a eu un évêque de Vannes, à Vannes, il y a eu l'évêque de Vannes, un abbé à Brantôme, voilà. Il y a eu beaucoup de personnages, mais je pense que le plus intéressant, c'est avant tout Henri-Léonard Bertin, qui a, il a disparu tout à l'heure, on parlait, qui c'est Henri-Léonard Bertin, on ne sait pas trop, mais il a fait énormément de choses, et il mériterait d'être réhabilité et davantage connu. C'est ce qu'on s'emploie à faire dans le cadre de ces 3 émissions déjà sur le sujet, effectivement. Et vraiment, c'est un personnage c'est un homme orchestre qui, on va dire au milieu du XVIIIe siècle, a touché un peu à tout, et par l'intermédiaire de son père, Jean Bertin, qui l'a poussé au cimès de l'État, on peut dire que c'était quand même un ami intime de Louis XV. Et un ami intime, mais ça c'est un autre passage, de Madame de Pompadour. Alors ça c'est une scène, on ne sait pas trop, mais c'est absolument certain. Oh, l'abbé Bussière, donc archiviste paléographe de Périgueux, je crois, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, avait trouvé des lettres aux archives de Périgueux, des lettres d'amour entre Bertin, Henri-Léonard Bertin, et Madame de Pompadour. Alors Madame de Pompadour vieillissait un peu à un certain moment, donc le roi Louis XV préférait des jeunettes. Et d'un commun accord, il y a une sorte de système qui s'est installé. Donc il y avait Madame de Pompadour, Henri-Léonard Bertin, Monsieur Lebel, qui fournissaient des jeunes filles au parc au Cerf. Donc, et Madame de Pompadour, de son rapport avec Henri-Léonard Bertin, réussit à établir une certaine forme de complicité qui a abouti à une relation amoureuse. Et des lettres ont été trouvées, et monsieur l'abbé Bussière, qui était prude et chaste, je suppose, les a bien cachées dans un tiroir, et ces documents ont été retrouvés par un certain Robert Munchenberger, je ne sais plus exactement, qui a écrit une biographie plus exactement de Madame de Pompadour, et il a ressorti ces lettres, il les a retrouvées, etc. Voilà, c'est assez amusant. Ainsi qu'un cachet avec on voyait une sorte de flamme avec entrelacées des initiales de Bertin et de Madame de Pompadour. Ça existe, voilà, c'est amusant. Bon, écoutez, effectivement, ce sont des sujets moins connus, mais que nous cherchons, nous, à faire ressortir, et c'est pour ça que nous sommes chez vous. Mais alors, chez vous, ce n'est pas ce Bertin qui est en exergue, c'est surtout son frère aîné. Alors peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur
l'histoire rocambolesque et qui a donné lieu d'ailleurs à cette pièce de théâtre qui a été jouée, je crois, il y a 4 ou 5 ans, le Marquis en Bastille. Voilà. Alors ça, c'est une histoire sympathique. C'est mon ami donc Antoine Gracian, Voilà. qui est entiché de théâtre. Il adore le théâtre. Il a des enfants qui font du théâtre. Tout le monde fait du théâtre chez lui. Et il a créé, par hasard, on discutait, il venait me voir souvent, puis je lui ai dit, tiens, il y a un sujet intéressant, c'est l'histoire du marquis de Fratteau. Et je lui ai raconté l'histoire, parce que c'est une histoire quand même un peu la Eugène Sue, hein, c'est Alexandre Dumas, c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, Alexandre Dumas a fait une pièce de théâtre à ce sujet. Donc, et je lui explique l'histoire. Donc, il a, à partir des documents que j'ai pu faire trouver, fait un petit livret qui est très intéressant. Et il a fait une pièce de théâtre et qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs et qui a été jouée ici à Fratteau en 2013 et en 2015. Ça fait 10 ans déjà. Et ça a permis à beaucoup de gens de s'éclairer un peu sur ce personnage qui était tombé dans l'oubli. Alors, Louis Mathieu de Saint-Chamond, lui, c'est un homme d'épée. De par sa mère, Lucret de Saint-Chamond, lui, il n'a pas envie d'aller à la cour, il n'a pas envie de faire des courbettes, et il a envie d'aller à la guerre. Donc, il va être officier dans le régiment de Saint-Jalles, je crois. Il va être médaillé, il va avoir pas mal de choses, et il était très bien considéré par ses amis et les officiers avec lesquels il travaillait. Mais avec le papa, ça ne se passait pas très très bien, parce que le papa, lui, voulait l'envoyer à la cour, il ne voulait pas. Et il y a eu un conflit assez obscur. C'est une époque où les pères décidaient de l'avenir de leurs enfants. C'est-à-dire, quand il était... Alors lui, il n'était pas noble, mais il est devenu, comme vous dites, mais après, il disait... L'aîné fera noblesse de robe et le cadet pourrait faire noblesse d'épée. Voilà. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que dès le départ, il y a eu un gros problème. Il a dit que c'était pas son fils. Voilà. Et puis après, il l'a embêté, il lui a tendu des pièges pour montrer que son fils, il n'était pas bien. Et à la fin, il a dit que même son fils voulait l'empoisonner, soi-disant l'empoisonner. Enfin, le pauvre Louis Mathieu, lui, il a été pris dans ce tourbillon. Et alors bon, ça a été compliqué, il a senti que ça allait mal pour lui, il est parti en Espagne, il est revenu ici à Fratteau, il a été arrêté, il a été envoyé à Cadillac, après il s'est échappé, il est parti à Londres, une fois arrivé à Londres, on a envoyé des sbires pour le contrôler un peu, pour voir ce qu'il faisait, parce qu'en fait, en même temps, Louis Mathieu Saint-Chamond, il disait que ma foi, son père, il disait du mal de Louis XV, il disait du mal de la Pompadour, il avait des entrées quand même, et ça ne plaisait pas du tout au roi, ça ne plaisait pas du tout à Madame de Pompadour, ça ne plaisait pas du tout à son frère, à personne. Donc, arrivé à Londres, c'est peut-être là qu'il a commencé à faire peut-être son livre. Il a eu un livre qui est encore à la bibliothèque de Périgueux, qui date du milieu du XVIIIe siècle, où il est là, et puis il dit tous les malheurs, etc. Et après, en fait, il est attrapé dans Londres, on l'attrape, sous la menace d'un pistolet, on le met dans un bateau qui part donc de Douvres à Calais. Une fois à Calais, il y a un carrosse qui l'attend, hermétique, on le colle dans le carrosse et on le mène, hop, directement à la Bastille. Arrivé à la Bastille, c'est assez amusant parce que on avait tout prévu. À la Bastille, donc, il est incarcéré dans un des logements de la Bastille, mais on avait tout prévu. C'est-à-dire qu'en même temps, à la Bastille, il y avait sa sœur, Anne, qui était mariée avec le gouverneur de la Bastille, donc monsieur le comte de Jumillac. Et le comte de Jumillac donc, avait été nommé à la Bastille. Donc c'est une affaire de famille. Là, tout était hermétique. Hein. Donc le comte de Jumillac, avec sa femme étant la sœur de Louis Mathieu,
rien ne pouvait sortir comme information. Les gardiens étaient bien prévenus, etc. Et ça a duré comme ça quelques années. Et au bout d'un certain temps, M. Jean Bertin, au mois d'août 1754, meurt. Il meurt, et là, le fils dit, bah, ça y est, maintenant, le conflit est terminé, je vais pouvoir sortir. Mais non, que nenni, rien à faire. On le laisse pourrir dans la Bastille. Alors là, il devient fou. Il met le feu à son logement. Du coup, on le colle dans la calotte, c'est-à-dire dans des tours de la Bastille, on le met tout en haut. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'élément boisé. Donc, il ne peut pas mettre le feu, ce qu'il avait fait précédemment. Donc, et là, il va rester là, dépérir, devenir quasiment fou, et mourir donc à la plus de septuagénaire, et enterré au cimetière de Saint-Paul. Voilà. Alors, il y a un petit côté amusant, parce que moi, je suis potier et céramiste et céramologue. Et il y a un monsieur qui était un peu périgourdin, quelque part, qui s'appelle Bernard Palissy. Et Bernard Palissy, c'est un huguenot. Et en tant que huguenot, il a été collé à la Bastille à la fin de sa vie. Et à la Bastille, on l'a collé dans la calotte. Et dans la calotte, il est mort à la calotte. Et il a été enterré au cimetière Saint-Paul. C'est assez amusant. Le destin nous réserve parfois des surprises. Enfin, le pauvre marquis dont vous parlez donc, a passé plus de 40 ans. Là, 27 ans. Ah, 27 ans, alors, d'accord. Donc c'est quand même... bon, on peut comprendre ce qui est arrivé. Peut-être mieux que la Tude, je ne me souviens plus exactement. Mais je crois que c'est à peu près la même chose. À peu près. Enfin, voilà, vous parlez des Huguenots, mais on nous parle toujours de Denis Papin. Si on regarde bien son histoire, elle n'est pas loin. Enfin, il n'a pas été en prison, mais obligé de s'exiler. Il a été... L'histoire de la machine à vapeur, c'est... Enfin, moi, ça a une résonance chez moi quand le général de Gaulle disait des chercheurs on en a et des trouveurs on en cherche. Mais les trouveurs ont toujours eu des destins assez difficiles. Vous parlez de Palissy, c'est un exemple typique. Alors, pour revenir à la poterie, ou tout au moins à la céramique, ce qui est assez amusant, c'est Henri-Léonard Bertin. Lui est un touche-à-tout, il s'intéresse à beaucoup de choses, et il va créer, d'abord, il s'intéresse aux animaux, etc. Il crée l'école vétérinaire avec Bourgelat, à Lyon, et il crée l'école Maison Alfort également. Il va créer une école de sage-femme. Il essaye d'introduire la culture du verre à soie à Bourdeil. Ça marche pas, hein, mais enfin, il va essayer de planter plein d'essences rares en Périgord et ailleurs. Il va, avec Madame de Pompadour, créer la manufacture de Sèvres à Sèvres, et donc aussi créer, par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes, un commerce entre la France et la Chine. Oui, c'est un des premiers. Libre-échangiste. Alors, un détail qui me revient, c'était quand même ce qu'on appelait un physiocrate. Il faisait partie de la... Et quand le ministre, dont j'ai oublié le nom, qui était physiocrate, s'est retrouvé limogé, il a quand même réussi à garder son petit ministère, c'est ça, où il s'occupait un peu de tout. Effectivement, il a été d'une créativité... inégalé, je trouve, hein, et dans tous les domaines. Alors pour un physiocrate qui prétendait que l'agriculture, donc vous parlez des réussites agricoles, était la seule productive, parce que l'industrie était considérée par eux comme stérile. C'est quand même lui qui a redécouvert l'industrie des mines, et c'est peut-être son passé de forge dense, mais il s'est occupé de beaucoup de choses, effectivement, y compris des relations, bien sûr, avec la Chine. Voilà. Le problème, c'est qu'il a été... Choiseul ne l'aimait pas. Voilà, donc la Pompadour n'aimait pas Choiseul n'aimait pas la Pompadour, et de ce fait n'aimait pas Henri-Léonard Bertin. Voilà, il y a eu des petits problèmes, et puis il était très jalousé. Donc. Alors il y a des choses qui remontent aussi, qui sont très intéressantes, c'est que Henri-Léonard Bertin, pour satisfaire le roi, parce que bon, avait emmené un de ses chefs cuisiniers à la cour, et alors je ne veux pas me lancer dans je veux pas, mais la sauce Périgueux, etc., c'est par intermédiaire d'un de ses cuisiniers à la cour que c'est connu. Voilà, c'est assez amusant, parce que et aussi la truffe.
Alors la truffe, c'est très important. Et il paraîtrait que c'est aphrodisiaque. Alors c'est pour ça que Henri de Norbertin, par intermédiaire du cuisinier, faisait confectionner des plats avec des truffes pour Louis XV. Et les truffes, tout le monde sait que dans le monde entier, la meilleure truffe, c'est la truffe du Périgord. Mais la truffe du Périgord, dans la truffe du Périgord, il y a la meilleure truffe. C'est la truffe de la forêt de Fratteau. Voilà. Donc ici, à Fratteau, on a la meilleure truffe qui existe. Alors c'est pas moi qui l'invente, hein, vous avez, comment il s'appelle, Malte Brun, qui est un grand écrivain du 19e siècle, l'économie, la géographie, etc., qui en parle. Vous avez plusieurs le chanoine Lespine, qui est un grand historien local, qui en parle. Et donc, la truffe. Alors c'est pour ça qu'en ce moment, tout autour de Fratteau, vous avez plein de cultures de chênes truffiers qui s'installent en ce moment. C'est amusant. Voilà, c'est une anecdote. Alors, il a pratiqué ça à l'époque. En fait, il a essayé de faire connaître le Périgord. Et c'est bien. Je trouve que c'était une démarche qui était assez... Et puis essayer d'assainir la double aussi. Il ne faut pas croire qu'il s'est beaucoup intéressé à la double. Et je pense qu'on ne connaît pas tout. Il a fait quantité d'autres choses. Voilà. Quelques mots sur ce château, parce que vous nous l'avez dit au début de cet entretien, Daniel Piron, il était en ruine, donc au début des années 80, mais il a quasiment 1000 ans d'existence. Ah oui, ça commence... Alors, il y a un monsieur que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Bernard Fourniot, qui est un grand médiéviste français, et périgourdin, aquitain, et qui s'est penché sur l'histoire du château de Fratteau, dont il a fait l'histoire depuis, dès que le château apparaît des cendres séculaires, vers 1120 à peu près. Au départ, il y avait un capitaine de garnison qui s'appelait Elias, et son fils, Élie, a été adoubé par le comte du Périgord, Boson Ier ou Boson II, je ne me souviens plus exactement. Et à partir de là, il y a eu la lignée de De Frastel. Alors, il y avait une mode féodale sur place, qui permettait de gérer la vallée de l'île. D'un côté, il y avait le château de Fratteau, de l'autre côté, le château de Mauriac. Au milieu, il y avait un autre château, la tour de Grimoire, et ça permettait d'éviter le passage des envahisseurs. Au départ, les Vikings, ensuite les Anglais. Et après, c'est une forteresse, et cette forteresse, au fur et à mesure du temps, a perdu son intensité, puisque la guerre des 100 ans étant terminée, il y a eu des combats ici. Il y a eu Du Guesclin, le maréchal de Sancerre, qui ont repris Fratteau en 1367. Il y a eu quantité Bertrand de Gaulle est passé. Il y a eu la famille Grimoire était assez inconséquente. Il y avait un pape, Urbain V également. Et Fratteau, ensuite, de la famille de Frastel, est passé à la famille Grimoire. Il y a eu les Grimoires. Et Grimoire, après, la famille s'est éteinte avec mariage avec, donc on revient à Bertin, donc Lucrèce de Saint-Chamond, qui était une dame de Fratteau, avec la famille Bertin. Et le château, en fait, était très très ancien, et il y avait de très grosses fortifications. Et ces fortifications, d'ailleurs, le comité révolutionnaire de la ville de Mussidan, en 93, ne savait pas s'il devait conserver le château en tant que forteresse militaire ou le détruire. Et c'est la deuxième solution qui a été décidée. Il a été vendu à la chandelle à M. Millaret en 1793 et quasiment démantelé complètement. Tout ce qui était tour, système défensif, presque tout a été détruit. Et il reste actuellement un cinquième de ce qui était très certainement un très beau bâtiment. Le peu qui restait, j'ai essayé de le sauver, ce qui donne ce que vous avez vu en arrivant. Voilà. Est-ce que les visiteurs découvrent aussi, parce que, en plus d'être le propriétaire de ce château de Fratteau, vous êtes potier céramiste, voilà. et vous travaillez ici même. Voilà, mais bon, moi, disons que le château, bon, architecturalement parlant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un très beau cluseau sous le château, qui est assez exceptionnel. Et je m'emploie depuis une dizaine d'années à meubler les salles du château avec des meubles périgourdins
authentique et antérieure, on peut dire, à la Révolution française. C'est ce qui est la particularité du site, parce que je déplore le fait que dans beaucoup de châteaux prestigieux du Périgord, on n'ait pas de très très beaux meubles, et alors que maintenant les meubles sont accessibles pour beaucoup de propriétaires de châteaux, donc c'est pas très difficile. Et donc moi je m'emploie justement, tout ce que vous pourriez voir, les provenances sont attestées, à chaque fois je me renseigne bien, et tout ce que je montre, ce sont des meubles de haute époque, ça va du XVe siècle jusqu'au véritablement la fin du XVIIIe siècle. Avec des copies, évidemment quelques copies, parce que je n'ai pas du tout les moyens, hein, je suis un potier, donc dans le temps on disait pauvre potier, pauvre misère, j'ai pas beaucoup de sous, mais je suis très amoureux du Périgord et de tout le patrimoine périgourdin. Et il y a quelques visites, comme vous le disiez, là aussi, on peut visiter. Sur demande, c'est-à-dire il suffit de... C'est pour des groupes principalement, des gens qui sont... il n'y a pas tellement longtemps, j'ai reçu le club généalogique de Bordeaux, j'ai reçu le personnel des archives départementales, des gens qui sont concernés par le patrimoine. Moi, le touriste lambda, ça ne m'intéresse pas trop. Les gens qui viennent avec leur petit appareil photo, puis leur bob sur la tête, etc., et qui font les châteaux comme ils font les restaurants périgourdins, ça ne m'intéresse pas. Donc je cherche des gens qui sont amoureux du patrimoine et avec qui je peux dialoguer, discuter. Et parler aussi donc de votre métier, parce que vous restez oui, alors céramiste. donc oui, alors là c'est mon métier, je suis un peu finissant parce que je ne suis pas tout jeune, mais c'est vrai que à la fin du 18e siècle, un potier s'est installé dans les ruines du château. Alors il a tout cassé, il s'appelait Jean Puissant, donc il avait beaucoup de force. Il a tout cassé et il a installé son tour, son four, il a fait une carrière d'argile, il a fait pas mal de choses. Et il a produit donc toute la vaisselle typique du Périgord, vous savez, les grosses jarres à huile avec des digitages, etc., des choses comme ça. Et bon, ça s'est arrêté, sa production s'est arrêtée à la fin, très certainement, du 19e siècle. Et moi, par un fait du hasard extraordinaire, quand j'ai repris Fratto, je ne savais pas tout ça. Et donc, c'est au fur et à mesure des travaux que j'ai retrouvé les traces de son activité. Et donc, j'ai refait l'atelier, j'ai refait un four périgourdin, j'ai repris dans les excavations de la carrière, j'ai repris l'extraction de l'argile, ce qui fait que ici, on produit de façon quasiment autarcique une production céramique traditionnelle. Voilà, c'est ça l'intérêt. Le circuit court. Voilà, c'est ça. Et que vous vendez sur place. Oui, c'est ça, que je vends sur place. Ou parfois dans des manifestations patrimoniales, comme le Parco, par exemple. Tous les ans, au mois d'octobre, on va à la fête de la châtaigne, et puis j'amène des pots à châtaigne. On fait des pots à châtaigne. On est les derniers à faire des pots à châtaigne. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, une thématique. Dans le temps, pendant des années, on a fait au marché de Saint-Acier, mon épouse vendait de la poterie culinaire traditionnelle. Le coronavirus nous a indiqué qu'on n'était pas essentiel, donc on n'y va plus. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Parce Alors, que c'était un petit mot pour terminer. Pour terminer, pour conclure, Bertin, quand même, l'aventure Bertin, c'est assez mal terminé pour lui, enfin, si on veut, parce qu'il a sauvé sa peau. Disons qu'à la mort du roi Louis XV en 1774, il y a eu des problèmes sur la survie de son petit ministère. Il a continué sous Louis XVI quelque temps. Il y a eu une affaire avec la poterie de Sèvres, une affaire louche qui a obligé finalement le nouveau roi à faire cesser toutes ses activités, et il s'est réfugié pendant 2 ans, donc depuis 1780, il s'est réfugié même pendant 5 ans à Chatou, où il a laissé d'ailleurs un petit monument et un jardin là-bas j'ai regardé, il est célébré là-bas. Et puis arrive la Révolution, et là tous les anciens vestiges et tous les anciens supporters de la royauté ont essayé de s'exiler. Lui s'est exilé à Spa, en Belgique.